Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le centre de déradicalisation de Pontourny à Beaumont-en-Véron, de nouveau dans la tempête après l'interpellation ce mardi en Alsace de l'un de ses pensionnaires. Moustapha Savas est soupçonné avec deux autres hommes d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Le résident était en permission lorsqu'il a été arrêté. Une question à présent, pourquoi a-t-il intégré Pontourny? Le centre n'est censé accueillir que des profils en voie de radicalisation. Ce soir, le député du Chinonais, Laurent Baumel, demande sa fermeture. Dans ce journal également, les suites de l'enquête après la saisie de 475 kg de cannabis lundi en Indre-et-Loire. Un suspect avait été arrêté au volant de la voiture contenant la cargaison. Il vient d'être mis en examen. Et puis on s'intéressera au premier tour de la primaire de la gauche, dimanche, 66 bureaux de vote en Indre-et-Loire. Qui peut voter et comment? Réponse dans quelques instants. Bienvenue à tous. C'est donc un gros couac et un nouveau coup dur porté au centre de déradicalisation de Pontourny à Beaumont-en-Véron. Je vous le disais en titre, l'un de ses résidents, alors en permission de sortie, a été arrêté ce mardi dans le Bas-Rhin avec deux autres hommes fichés S. L'information a été révélée hier par nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace. L'interpellation a été menée par la Direction générale de la sécurité intérieure. Toujours selon les DNA, Moustapha Savas, 20 ans, aurait tenté de rejoindre la Syrie par deux fois en 2013 et 2016. La première fois, c'était avec Foued Mohamed Agad, l'un des kamikazes tués au Bataclan en 2015. Ces deux tentatives ont eu lieu avant son intégration au centre de Pontourny en septembre dernier. Problème, le centre n'est censé prendre en charge que des profils modérés en voie de radicalisation. Avant d'entendre les réactions des politiques, d'abord celle des riverains, avec Romain Delville et Séphora Namani. Le pensionnaire du centre de Pontourny, âgé de 20 ans, a été interpellé mardi à Wissembourg et placé en garde à vue. Dans le même temps, une perquisition a été opérée au centre, sur la commune de Beaumont-en-Véron. Sur place, les policiers ont agi discrètement. Les riverains n'ont cette fois pas constaté l'opération en cours. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans la semaine? Non, absolument pas, non. J'étais là le jour où les gens sont venus manifester, lorsque le ministre est passé, il me semble. Et puis depuis, c'est même... c'est aussi calme qu'avant. Vous savez, moi je suis artisan, donc je peux pas... J'ai des heures, je suis rentré à 9h tous les soirs, j'ai franchement eu le temps de m'occuper des perquisitions à côté. La coupe est pleine pour l'association radicalement digne de Pontourny. Selon ses membres, leurs prévisions au fil des mois s'avèrent exactes. Avec un fichier S au mois de septembre, ce serait maintenant le membre d'une filière djihadiste strasbourgeoise qui aurait intégré dès septembre le centre de déradicalisation. On s'aperçoit que sur 6, 3 ont déjà eu de grosses problématiques. On a eu un fichier S, une personne avec des problèmes psychiatriques et enfin cette personne qui appartient à la filière de djihadistes strasbourgeoises. Donc on peut se poser de réelles questions sur leur dangerosité et la répercussion éventuelle sur la population avec des actes malveillants à la clé. Le centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté qui devait accueillir 25 pensionnaires dès la fin décembre n'en compterait à ce jour que 5. Son directeur n'a pas voulu répondre à nos questions face caméra, tout comme le maire de la commune. Voilà, selon Le Monde, Moustapha Savas pourrait être mis en examen demain à l'issue de sa garde à vue pour son deuxième projet de départ en Syrie en mai 2016. Le député PS du Chinonais, de son côté, Laurent Baumel, a été l'un des premiers élus à réagir à cette arrestation. Le centre de déradicalisation de Pontourny est situé sur sa circonscription. Laurent Baumel a sollicité Matignon avec un message clair. Pontourny doit fermer. Aurélie Renaud. J'ai failli tomber de ma chaise lorsque j'ai appris que ce pensionnaire avait été admis à Pontourny en septembre, malgré l'avis défavorable des services de renseignement de la DGSI. Ce qui veut dire que sa dangerosité était quand même identifiée, et ça contredisait totalement la promesse qui avait été faite aux élus, la garantie qui avait été apportée qu'on accueillerait à Pontourny que des personnes qui se situaient en phase précoce de radicalisation et qui n'avaient pas ce caractère dangereux. Donc ce couac, il intervient après un autre couac qui était arrivé en septembre, où il avait déjà fallu intervenir pour sortir de Pontourny un jeune homme qui avait été condamné dans son passé pour des faits de violence. Bon, ça commence à faire beaucoup. Ça démontre qu'en fait l'État n'arrive pas
à recruter pour ce centre des personnes volontaires avec un niveau de dangerosité faible. Donc ça veut dire en fait que le concept même ne fonctionne pas tellement. Et donc je pense qu'aujourd'hui la question qui est posée, c'est la poursuite de cette expérience. J'ai le sentiment que la question de la fermeture de ce premier centre expérimental est désormais posée. On voit bien qu'on est en permanence obligé d'intervenir parce que les critères que nous avions demandés ne sont pas réellement respectés. Donc là, le dernier me paraît particulièrement problématique. C'est quand même quelqu'un qui a été admis à Pontorny qui vient d'être arrêté, alors même qu'il avait été signalé par les services de renseignement comme quelqu'un qui n'avait pas sa place à Pontorny. Donc ça pose quand même un énorme problème. Voilà, puis une réunion du comité de suivi devait avoir lieu en février. Elle sera vraisemblablement avancée, selon Laurent Baumel. Autre réaction attendue, celle du préfet d'Indre-et-Loire, Louis Lefranc, qui s'était investi au moment de l'ouverture du centre en septembre pour rassurer les riverains. La nouvelle de l'arrestation de ce jeune radicalisé s'est invitée ce matin lors de ses vœux aux forces de sécurité. Le représentant de l'État a préféré botter en touche. Amanda Bré-Rivera était sur place. La cérémonie de vœux avait pourtant bien commencé. Le préfet Louis Lefranc a réuni 70 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, élus et membres du parquet pour les remercier de leur travail. 2016 a été une année intense à cause de l'état d'urgence qui épuise les forces de l'ordre. Le préfet les a par ailleurs enjoints à ne pas baisser la garde en 2017 à cause de probables retours de djihadistes. Pas un mot n'a été prononcé sur la garde à vue de Moustapha Savas, pensionnaire du centre de déradicalisation de Beaumont-en-Véron. Le préfet refuse de commenter l'affaire. Ça ne relève pas ni de ma compétence ni de ma responsabilité. Ce qui relève de ma responsabilité, c'est que la population avoisinante puisse travailler, vivre au quotidien sans être offerte à des actions qui pourraient engager leur sécurité. Maintenant, en interne, ça relève du groupement d'intérêt public, c'est le GIP. Il a été créé pour cela. Le GIP, groupement d'intérêt public en charge de la structure, est aujourd'hui sous pression. Le comité de suivi, composé notamment des élus locaux et du préfet, doit se réunir en février pour faire le point sur les potentielles défaillances autour de ce qui sonne comme un couac de plus autour du centre de Pontourny. Voilà ce que l'on peut dire à ce stade sur cette interpellation donc d'un résident du centre de déradicalisation de Pontourny mardi dans le Bas-Rhin. Dans le reste de l'actualité, les suites de l'enquête sur la saisie de près d'une demi-tonne de cannabis lundi à Maillé. L'homme interpellé, soupçonné de transporter la cargaison de drogue, vient d'être mis en examen. Le suspect est âgé de 35 ans, il est d'origine marocaine et né en Espagne. Il refuse pour l'instant de donner des informations aux enquêteurs, notamment sur la destination de la marchandise. Le parquet a ouvert une information judiciaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit bien d'un trafic international de stupéfiants. Écoutez Jean-Luc Beck, le procureur de la République de Tours, en conférence de presse ce matin. L'origine de la drogue ne fait pas de doute, c'est de la drogue marocaine. L'origine du véhicule ne fait pas de doute non plus, c'est un véhicule qui vient d'Espagne et qui a été volé en Espagne et qui circulait avec des plaques également volées. Ce qui fait dire aussi bien aux douaniers qu'aux enquêteurs de la police judiciaire qu'on n'est manifestement pas en présence d'un amateur et que c'est quelque chose qui relève du trafic international. Un mot à présent sur ce nouvel épisode aux particules fines qui sévit en région Centre-Val de Loire. Les concentrations dans l'air dépassent le seuil d'information et de recommandation. Ce sera le cas encore demain. Il est donc conseillé aux personnes vulnérables de limiter les activités physiques et sportives ainsi que les déplacements sur les grands axes routiers. Plus d'informations sur le site du réseau de surveillance de la qualité de l'air, l'IGER.fr. La politique maintenant, avec d'abord ce coup de théâtre au sein du conseil municipal de Tours. Françoise Amiot, élue Les Républicains et adjointe aux finances, démissionne. Elle rejoint le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et quitte de fait le parti de droite. La conséquence de longs mois de tensions en interne. Françoise Amiot, également conseillère nationale Les Républicains, n'avait pas été investie pour les législatives de 2017. La commission lui avait préféré sa collègue au conseil municipal Céline Ballesteros. Depuis, Françoise Amiot brandissait la menace d'une candidature dissidente. Elle a donc choisi de partir. Contacté, l'élu assure néanmoins que son engagement avec Emmanuel Macron n'a pour l'instant aucun lien avec une éventuelle candidature aux législatives.
J-2 avant le premier tour de la primaire de la gauche. La série de débats entre les 7 candidats en lice s'est terminée hier. Place maintenant au vote. En Indre-et-Loire, 66 bureaux seront ouverts. Qui peut voter et comment? Le mode d'emploi de cette primaire avec Amanda Breuer-Rivera. Ce dimanche 22 janvier, il sera possible de voter de 9h à 19h dans 66 bureaux de vote en Indre-et-Loire et 26 dans le Loir-et-Cher. Cette primaire est ouverte à tous, à condition d'être majeur et inscrit sur les listes électorales. Une exception est faite pour les mineurs de plus de 16 ans, adhérents à l'un des partis organisateurs ou aux organisations de jeunesse affiliées. Pour voter, il faut présenter sa carte d'identité, signer la charte d'engagement sur les valeurs de la gauche et des écologistes et verser 1 € pour participer aux frais d'organisation. À l'issue du vote, si aucun candidat ne remporte la majorité des voix, un second tour est organisé le dimanche suivant entre les 2 concurrents ayant recueilli le plus de suffrages. Le vainqueur va alors représenter les 6 partis organisateurs à l'élection présidentielle. La fédération du PS d'Indre-et-Loire espère attirer 25 000 participants, soit autant qu'au premier tour de la primaire de 2011. La primaire de la droite et du centre avait, elle, attiré au premier tour 40 000 votants. Jusqu'à demain, collégiens, lycéens et futurs bacheliers ont rendez-vous au Forum de l'orientation qui se tient au centre des expositions de Tours. 150 exposants, 500 formations proposées. Un rendez-vous important alors que les admissions post-bac sont ouvertes depuis aujourd'hui. On écoute André Schill, conseiller d'orientation de l'Académie d'Indre-et-Loire. La première chose à faire, c'est de respecter le calendrier, puisqu'on doit rentrer les vœux entre le 20 janvier et le 20 mars. La deuxième chose, on peut formuler 24 vœux, dont 12 maximum par type de filière. Une règle absolue, c'est de classer les vœux exactement dans l'ordre qui intéresse le candidat, puisque chacun des dossiers sera traité comme s'il s'agissait d'un premier vœu. Ni les établissements d'origine, ni les établissements d'accueil ne connaissent l'ordre du vœu. Alors que les militants et sympathisants de gauche iront voter dimanche pour le premier tour de la primaire, je recevrai dans quelques instants le patron du PS en Indre-et-Loire. Quelle participation attendre dans les 66 bureaux de vote du département? Comment rassembler le PS après le second tour? Nous poserons la question à Francis Gérard. A tout de suite.